Que fait l'Arabie Saoudite en ce moment? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire et pourquoi est-ce qu'elle veut nous attirer? L'Arabie Saoudite, c'est 40 millions d'habitants. C'est un beaucoup plus gros pays que les autres autour dans le Golfe et avec une richesse énorme de cette classe moyenne qui est en train de grandir. La principale entreprise pétrolière du monde, Aramco, qui est filiale PIF, fonds souverain d'Arabie Saoudite, c'est 80 milliards de dividendes en 2022. C'est 4 fois le dividende de Microsoft, qui est le deuxième plus gros dividende du monde. 80 milliards chaque année, tu peux faire des choses. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite a réussi à faire venir Neymar, Ronaldo, Benzema. Elle va réussir à faire venir les investisseurs immobiliers? Bien sûr, investir aujourd'hui ou demain à Riyad, je pense que c'est une très bonne idée. Et il ne faut pas oublier Jeddah. Jeddah, capitale mondiale du tourisme religieux, avec la Mecque à proximité, un énorme marché pour le tourisme, avec tous les musulmans qui veulent aller à la Mecque. The Line, c'est le plus grand projet urbanistique de l'histoire de l'humanité. Donc ce que tu es en train de dire là, c'est que Riyad, c'est le Dubaï de demain. Mes très chers investisseurs qui veulent moins investir en France et un peu plus à l'étranger, bienvenue dans cette vidéo avec Vincent aujourd'hui, pour parler de l'investissement à l'étranger, plus particulièrement de l'investissement en Arabie Saoudite. Yes. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Ravi de venir parler d'Arabie Saoudite. Que j'ai hâte de cette vidéo. Alors je t'explique le concept de cette vidéo. C'est qu'en fait j'avais besoin des informations pour moi personnellement. Donc Vincent est parti faire un congrès d'immobilier, c'est ça là? Congrès annuel, enfin mondial. Ouais, je raconterai, ouais. Et donc du coup quand il m'a dit qu'il partait, j'ai dit écoute ça m'intéresse parce que ça faisait quelques semaines que je m'intéressais à l'investissement à l'Arabie Saoudite. J'ai dit tu reviendras avec les infos. Et mieux, je te demande rien avant, on fera la vidéo YouTube, tu me donneras les informations. Bah c'est vrai, je suis rentré il y a 3 semaines et tu m'as toujours pas appelé pour que je t'explique. Bah parce que j'attends ce moment-là. Et tu m'as dit, en fait, finalement, tu le feras pendant la vidéo. Mais j'attends impatiemment, tu vois. Donc t'es très sympa avec ta communauté. Donc j'en connais assez peu sur l'Arabie Saoudite, juste quelques informations que j'ai eues avant, mais j'ai fait exprès de me contenir jusqu'à présent pour poser les questions qui m'intéressent moi personnellement en tant qu'investisseur et je pense qu'elles t'intéresseront aussi. Donc Vincent, déjà, alors pourquoi l'Arabie Saoudite? Je te fais cette petite intro très rapide. Pourquoi est-ce que je me suis intéressé à l'Arabie Saoudite? Déjà parce que le Moyen-Orient, globalement, représente énormément d'argent et une croissance qui est sans précédent. Nous, quand on regarde en tant que vieux continent, on envie cette croissance dans le Moyen-Orient, donc déjà, ça fait envie. Ensuite, l'Arabie Saoudite a une communication qui est incroyable. On regarde les footballeurs qu'elle a rachetés. On a qui? On a Neymar, Cristiano Ronaldo aussi. Benzema aussi, il y en a eu d'autres, mais ça, c'est les 3 plus connus. Je regardais dernièrement un combat parce que je m'intéresse à la boxe. Il y a un combat avec Francis Ngannou et Tyson Fury qui va avoir lieu à Riyad. J'étais à 2 doigts de prendre les billets. Vraiment. Mais j'ai pas pu ce jour-là, mais j'étais vraiment à 2 doigts. Donc en fait, ils font envie avec une communication qui est très très bien faite. Donc la question qu'on se pose, c'est pourquoi toute cette communication? Donc en tant qu'investisseur, on se dit qu'il y a des choses qui vont se passer. En tout cas, moi, c'est ça qui m'a donné envie de m'y intéresser. Donc déjà, globalement, que fait l'Arabie Saoudite en ce moment? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire et pourquoi est-ce qu'elle veut nous attirer? D'abord, tu as raison de t'y intéresser. Ta communauté a raison de regarder cette vidéo parce que c'est clairement un marché d'avenir de manière générale et pour l'immobilier en particulier. De toute façon, dans tous les pays qui se développent, il y a des bonnes affaires à faire dans l'immobilier. Hein. Dans tous les pays qui sont en déclin et qui sont à dos de la faillite, vigilance, vigilance, vigilance. L'Argentine, le Brésil, ces pays-là qui font faillite tous les 30 ans, c'est pas forcément des bons territoires. L'Arabie Saoudite, c'est tout l'inverse. Alors, peut-être une micro-histoire de l'Arabie Saoudite, mais juste pour expliquer comment on en arrive là. L'Arabie, c'est un pays qui a connu, on va dire 4 phases de développement, en tout cas, si on veut le résumer. La première phase, c'est jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. C'est un pays très 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 pauvre, où vivent beaucoup de nomades, qui vivent en tribus. Un pays qui est très peu unifié, où en fait les tribus se font la guerre entre elles, qui a pas découvert ses matières premières et son pétrole, et donc qui est un pays vraiment très très pauvre, qui ne compte pas dans le concert des nations, ou alors très peu, même s'il est le berceau d'une des grandes religions monothéistes, avec la Mecque, et je pense bien sûr à la religion musulmane. Bon. La deuxième étape du développement, c'est, on va dire, une période qui s'étend de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 80-90, on peut le calibrer comme ça, où au fond, la famille Saoud, donc qui est au pouvoir aujourd'hui, fait un deal avec les États-Unis. Au fond, c'est pétrole contre sécurité. C'est ça le deal entre les deux. Et donc, moi, Arabie Saoudite, j'apporterai du pétrole aux États-Unis pour les aider à se développer, et Dieu sait qu'ils ont besoin de pétrole pendant leur 30 glorieuse et leur industrialisation à eux. Et puis les États-Unis apportent la sécurité à l'Arabie Saoudite, et d'ailleurs c'est pour ça que l'Arabie Saoudite n'a jamais été attaquée, malgré ses richesses. C'est qu'on sait qu'il y a l'oncle américain qui est derrière et qui apporte la sécurité. Cette période de prospérité, elle a permis notamment à la grande famille royale de s'enrichir considérablement, d'acheter des biens immobiliers d'ailleurs partout dans le monde, mais c'était une richesse qui était accaparée, on va dire, par simplement quelques-uns. Voilà. De 90 à 2017, tu verras pourquoi je chiffre à 2017, cette richesse, elle n'est plus accaparée par quelques-uns, elle est accaparée, on va dire, un peu plus largement par ce qu'on a appelé les 200 familles saoudiennes qui étaient à la tête de la construction, de l'automobile, de tous les grands secteurs d'activité. Et dans la construction, ça fera peut-être un clin d'œil à ta communauté, c'est la famille Ben Laden, qui était
le leader de ce secteur-là. Et c'est comme ça d'ailleurs, et ça a été documenté dès 2001 pendant les attentats, que Ben Laden, qui était un des 40 enfants de cette famille, enfin c'était une famille énorme, a réussi à amasser des milliards puisque chacune de ces 200 grandes familles avait des milliards. Ça, c'est la troisième étape de développement. Et la quatrième qui a commencé en 2017, qui est la plus intéressante pour nous, parce que quand dans un pays, la richesse est accaparée par 3 ou 4 personnes ou par 200 personnes, c'est des marchés immobiliers qui sont très durs à lire. Enfin, ça dépend trop du bon vouloir à certains. Ce qu'on aime bien, nous, quand on investit en immobilier, c'est quand il y a une classe moyenne qui s'enrichit, qui va acheter des logements. C'est ça qui nous intéresse. C'est ce qui se passe depuis 2017, puisque le prince Ben Salman, qui est très jeune et qui est arrivé au pouvoir extrêmement jeune, qui est prince mais qui en fait se comporte comme un roi, a décidé de casser les privilèges de ces 200 familles. Et d'ailleurs, l'histoire est intéressante, puisqu'en 2007, il leur a donné rendez-vous au Carlton de Riyad. Il les a séquestrés dans leur chambre, les 200 familles, et il leur a dit qu'ils sortiraient de leur chambre quand ils auraient rendu l'argent. C'est ce qui s'est passé, hein. Et c'est très documenté. Donc ça a été une sorte de coup d'État un peu à l'envers, hein. C'est-à-dire en fait, le prince a dit aux 200 familles, maintenant il va falloir partager avec les autres, et maintenant le développement économique de l'Arabie Saoudite ne va pas se faire uniquement au détriment de la famille royale, ou au bénéfice de la famille royale, ou au bénéfice de 200 familles, il va se faire au bénéfice du plus grand nombre et de la classe moyenne qui est en train de grandir. Et ça a été un changement majeur parce que l'Arabie Saoudite, c'est un grand pays. Parfois, les gens disent il y a Dubaï, Bahreïn. Non, Dubaï, c'est 9 millions d'habitants. Bahreïn, c'est encore moins que ça. Amman, c'est encore moins que ça. L'Arabie Saoudite, c'est 40 millions d'habitants. Je reviens un temps sur le partage des richesses de ces 200 familles. Comment concrètement il a été repartagé? Ils ont obligé à investir dans le pays pour le bien du pays, c'est ça? Par exemple, il y a plein de tas de mesures, mais une des mesures a été de dire vous allez arrêter d'acheter des villas à 50 millions sur la Côte d'Azur. Dommage pour nous. Ou de privatiser des étages entiers des palaces parisiens, parce que c'était ça. C'est-à-dire que vous aviez, je trouve que ces images sont intéressantes, vous aviez, je sais pas, le numéro 3 du ministère de l'Intérieur, donc pas non plus une gigastar, qui arrivait et qui cramait 3 millions d'euros en une semaine à Paris. Parce qu'en fait, ils arrivaient à s'accaparer des richesses incroyables. Bah, ça, il a dit c'est fini. Maintenant, vous allez, réinvestir dans le pays. Il en a bien besoin et on va y venir après. C'est pour ça qu'il y a aussi des opportunités pour les étrangers. Et puis vous allez mieux distribuer, vous allez ouvrir le capital, vous allez mieux payer les salaires et vous allez contribuer à l'émergence d'une classe moyenne en Arabie Saoudite, dans un pays qui, encore une fois, compte 40 millions d'habitants. Donc un vrai pays qui a vocation à devenir un des pays où la classe moyenne est la plus large et où elle consomme, un peu comme nous en France, des appartements, des biens de consommation. Donc, c'est une histoire très rapide de l'Arabie Saoudite, mais qui, je pense, remet bien en perspective ce qui s'est passé en 2017 avec le plan de Ben Salman et qui a donné envie à tout le monde de regarder à nouveau ce pays, à tous les investisseurs de regarder. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'Arabie Saoudite, et au même titre que d'autres pays du Golfe aussi, vont passer du statut de terre de collecte. En gros, tous les fonds de private equity, les grands investisseurs du monde, les boîtes du CAC 40, allaient en Arabie Saoudite une fois par an pour collecter de l'argent. Souvent, il y avait leurs actionnaires qui étaient là-bas, donc ils y allaient en disant « voilà, on est venu voir ». Ils vont passer du statut de terre de collecte à un statut de terre d'investissement. Ça, c'est vraiment le switch très intéressant, mais je pense qu'on va en parler. D'accord. C'est passionnant, l'histoire. Moi, je l'apprends aussi en même temps, donc tu vois, vraiment passionnant. Parlons d'immobilier maintenant. Tu es allé à un congrès mondial, c'est ça, un congrès mondial immobilier. Ça fait combien de temps qu'il existe? C'était la première année. C'est la première année, ok. Mais la marque tu m'as invité avant d'y aller, j'ai pas pu venir malheureusement. La marque s'appelle Cityscape Global, ils font un événement à Dubaï, je crois qu'ils en font un en Asie, et puis pour la première fois ils faisaient à Riyad, ce qui aussi montre bien que, et il y avait 160 000 personnes, ce qui montre bien que, comment dire, il n'y a pas que nous deux là à Paris qui parlons de Riyad, le monde entier se demande, est-ce que c'est pas le moment d'aller investir à Riyad? Ok, et alors tu es capable de répondre à cette question? Non mais les opportunités elles sont énormes, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, d'abord c'est un pays qui a eu ses phases de développement, et qui en plus a bénéficié depuis 3-4 ans de l'explosion du coût des matières premières. En gros, pour faire les grandes lignes, mais c'est important parce que la richesse et la prospérité de l'Arabie Saoudite dépendent de ça. Il y a un cours du baril de pétrole, qui est un cours public. Jusqu'à $50, ou en dessous de $50, l'Arabie Saoudite perd de l'argent. C'est-à-dire que si le baril est à 30, à 20, à 25, ils perdent de l'argent. D'ailleurs, il y a eu des années en 2016, 2015 où l'Arabie Saoudite a fait du déficit budgétaire parce que le cours du baril était trop faible. Quand il est au-dessus, il commence à gagner de l'argent. Et quand il est bien au-dessus, comme ça a été le cas depuis la guerre en Ukraine notamment, où il y a eu une explosion du coût des matières premières, c'est le jackpot pour ces pays-là. Je vais vous donner juste un chiffre pour mesurer. L'entreprise nationale qui gère le pétrole en Arabie Saoudite s'appelle Aramco, qui est détenue à 100% par le PIF étant le fonds souverain saoudien. Aramco a versé en 2022, 80 milliards de dividendes, 80 milliards de dollars de dividendes à l'État saoudien. Est-ce que tu sais c'est le plus gros dividende du monde cette année-là. Est-ce que tu sais quelle est la deuxième boîte qui a versé le plus de dividendes en 2022? LVMH? Non, c'est Microsoft. LVMH n'est pas loin non plus. Microsoft, ils ont versé 20 milliards. Ça veut dire que Aramco est premier avec 4 fois plus de dividendes que le deuxième dans le monde. Bon. Quand vous avez une telle manne,
évidemment, ça vous donne des moyens de pouvoir faire des choses incroyables. Alors, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui d'un point de vue immobilier, d'un point de vue infrastructure? D'abord, une refonte totale de la ville de Riyad. Énorme chantier. Moi, j'appelle ça presque une ville chantier. Il faut savoir que c'est une ville qui a 8 millions d'habitants, qui n'a pas un seul transport en commun. Il n'y a pas un tramway, il n'y a pas un bus, il n'y a pas un métro. Tout le monde ne se balade qu'en voiture. Et d'ailleurs, tout le monde allait au congrès et au salon qu'en voiture. Tu imagines un peu le bordel que c'était. Bon. Ils sont en train de construire massivement des lignes de métro à Riyad et à Jeddah, qui est une ville aussi très dynamique, très différente d'ailleurs, j'en parlerai après. Mais donc il y a déjà un chantier d'infrastructure qui est énorme et qui va créer son propre besoin évidemment de logement. Deuxièmement, on a un besoin de logement qui est protéiforme. Prenons d'abord un besoin de la classe moyenne qui aujourd'hui est mal logée dans des logements qui sont plus adaptés, qui sont des vieux logements, et donc ils sont en train de construire des dizaines de milliers de logements neufs partout autour de Riyad. Et cette classe moyenne, comment elle est justement avec le repartage des richesses? Elle grandit cette classe moyenne? Elle grandit, elle s'enrichit, elle s'occidentalise aussi un peu dans sa façon de consommer. Il y a une libération notamment du rôle des femmes. Alors on est très loin encore des droits des femmes par rapport à ce qu'on a en France, mais il y a la fameuse idée qu'elles peuvent conduire maintenant. Alors ça paraît très dérisoire, mais il faut bien commencer par quelque chose. Donc je préfère voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide en disant qu'il y a des avancées. Je peux te dire aussi que dans tous les restaurants branchés de la ville et dans les malls de boutiques de luxe, il y a 90% de femmes, 10% d'hommes. Donc elles consomment, elles se baladent, et donc un jour ou l'autre peut-être ça ira plus loin, et en tout cas elles deviendront aussi, elles auront des besoins de mètres carrés d'immobilier en tant que famille et en tant qu'individu aussi. Donc il y a ce besoin-là, donc on est en train de construire des milliers de logements. Alors il y a quasiment que 2 promoteurs là-bas qui font la loi, qui sont tous les 2 des filiales du fonds souverain aussi, et qui sont en train de faire des énormes projets. Il y a un projet qui s'appelle Warefa, qui est un projet énorme à Riyad. Il y a un autre qui s'appelle Diriyah, qui est autour de la vieille ville, qui est classé monument historique UNESCO, qui est magnifique, qu'il faut visiter. Et là on construit des milliers de logements. Ce qui m'a marqué, c'est plutôt de la faible densité. Comme ils n'ont pas de sujet d'étalement urbain, parce qu'il n'y a que le désert autour, et ben ils étalent. Et donc là, clairement, il y aura des choses à faire, des logements à acheter, à mettre sur locatif, parce qu'ils ont une approche très accession, en disant que les Saoudiens vont acheter leur logement, mais quand tu discutes avec eux, ils se rendent compte qu'il y a aussi des gens qui seront dans un parcours locatif, et donc il y aura besoin d'investisseurs pour acheter les biens et les mettre en location. Aujourd'hui, il y a des étrangers qui commencent à investir Alors, tu sais, le pays est en train de s'ouvrir. Au moment où on se parle, les étrangers n'ont pas le droit d'acheter des logements. Ce qu'on me dit quand je parle avec tous les promoteurs de la place, c'est que c'est une question de semaines ou de mois pour que ce soit possible. Donc je pense que c'est aussi un des intérêts de ta chaîne d'être un peu dans la prospective, bien sûr, d'anticiper les choses. Pourquoi faire un congrès international, faire venir autant d'investisseurs si... Donc on y va. Alors, autre besoin, autre demande, et ça c'est très intéressant pour ta communauté, il y a ce qu'on appelle, il y a Jeddah, Jeddah envisage de devenir la capitale mondiale de ce qu'on appelle le tourisme religieux. Le tourisme religieux, c'est évidemment les gens qui vont aller à la Mecque. La Mecque, c'est tout proche de Jeddah. Et je dois te donner une information peut-être que tu n'as pas. Est-ce que tu sais qu'il y a tous les jours un Marseille-Jeddah en direct en avion? J'ignorais. J'ai halluciné aussi. Pourquoi? Il y a une grosse communauté musulmane autour de Marseille, dans le sud de la France. Ils vont à la Mecque une fois par an ou plus régulièrement. Il fallait une ligne. Et tous ces gens-là, ils vont avoir besoin d'hôtels, de maisons, etc. Dans un monde où je pense que la religion musulmane est une religion qui grandit en nombre de personnes qui adhèrent, puisque par définition, ils sont dans des pays où il y a une grosse croissance démographique. Il n'est pas idiot de se dire que demain, ce canal du tourisme religieux, qui est assez peu connu, mais qui existe dans d'autres religions, je veux dire, Saint-Jacques de Compostelle, c'est du tourisme religieux aussi, avec des besoins immobiliers, d'hôtellerie, de maisons, de Airbnb, et c'est très bien. Il y a pas de, nous, on est agnostique, on est religieux. On regarde l'immobilier, nous on regarde les chiffres. On regarde l'immobilier, et c'est très bien. Et je pense que dans toutes les religions, il y a ce type de besoin. Donc tu as Jeddah qui va devenir vraiment une plaque tournante encore plus du tourisme religieux. Et puis tu as aussi le tourisme vers la mer Rouge, où là les investisseurs étrangers sont les bienvenus déjà, c'est intéressant. D'accord. En gros, la mer Rouge, donc c'est la côte ouest de l'Arabie Saoudite. C'est là où ils vont faire tous les grands projets comme The Line, etc. C'était ma future question. On en parlera après The Line, ouais. parce que c'est une question en soi. Mais il y a tout un projet qui s'appelle Red Sea, sur l'île de Sindala, qui va être incroyable et qui va vraiment être le concurrent des Maldives et des Seychelles. C'est-à-dire la promesse, c'est de dire aux Européens, vous aurez en accès direct et plus rapide à un concurrent des Maldives et des Seychelles. Et sur cette zone-là et sur ces îles-là, il s'ouvre aux investisseurs étrangers. Et il y a d'ailleurs des marques internationales d'hôtellerie qui arrivent. Il y a Hilton, il y a Four Seasons qui ont déjà pris des concessions. Et ça, c'est pour l'été 2024. Il y aura des foncières normalement cotées dans lesquelles les particuliers pourront investir. Cette anecdote pour dire que, en fait, c'est ce que j'ai appris dans ce congrès, c'est que les projets sont tellement énormes. Sindala, c'est des dizaines de milliards. La refonte et la restructuration de Riyad, c'est des dizaines de milliards de dollars. En fait, l'Arabie Saoudite ne sera pas assez riche pour financer toutes ces infrastructures. Et c'est pour ça même elle ne sera pas assez riche, même avec les 80 milliards de dividendes par an, qui d'ailleurs peuvent être un peu moins une année, un peu plus une année.
Et c'est pour ça qu'elle fera appel à l'épargne étrangère. Et ça, c'est plutôt intéressant. Je note d'ailleurs que l'Arabie Saoudite, en tant que pays, c'est un peu plus loin de l'immobilier, a souscrit à son premier crédit bancaire, enfin endettement bancaire vis-à-vis de l'étranger il y a quelques années. Donc tu vois, c'est en train de s'ouvrir aussi de ce point de vue-là. Et évidemment, il y aura des opportunités énormes. Il faut s'en saisir. Tu sais que, par exemple, nous, la France, on raisonne parfois en franco-français, mais les Allemands, par exemple, ils ont une grande part de leur épargne qui est dans l'immobilier turc. Énorme, il y a eu des flux énormes. Et quand on voit le développement d'un pays comme la Turquie, où effectivement il y a une croissance économique incroyable, on peut imaginer que les Allemands sont assez contents d'avoir investi. Puis je suis allé en Turquie d'ailleurs cet été, j'ai trouvé les infrastructures incroyables. Les autoroutes sont nickel, elles sont grandes. C'est le meilleur aéroport du monde. L'aéroport est fabuleux, même les aires de repos. Les aires de repos, tu sais, des fois en tant que Français, on peut avoir une vision un peu négative ou quoi d'autres pays. Je suis allé en Turquie, les aires de repos sont plus propres que chez nous. Dans le top 25 des constructeurs mondiaux, où il y avait Vinci, Eiffage, etc., il n'y avait aucun constructeur turc il y a 10 ans. Aujourd'hui, il y en a 8. Tu m'en as parlé, ça me parle. C'est ceux qui sont en train de construire l'Asie. Ouais. Bon, tout ça, c'est évidemment une richesse. Donc voilà, pour replacer un peu en perspective, après on peut parler de projets plus particuliers, mais oui, c'est... tu vois, je réfléchissais un peu à cette question avant de venir, mais le rendement de vos investissements immobiliers, le rendement en valeur, je parle moins donc le TRI, comme tu dis, qui prend tout en jeu. Soit vous êtes sur un marché qui est vraiment avec un déséquilibre offre-demande, et vous savez, c'est un peu le cas de la France, que le prix va augmenter. Soit sinon, les prix de l'immobilier, ils ont vocation à augmenter un peu comme la croissance économique. Il n'y a pas tellement de raisons qui s'éloignent de la croissance économique. Donc aller dans un pays où la croissance économique elle est au-dessus de 5 et où on se dit tous que c'est un pays d'avenir, ça vous fait déjà, on va dire, presque un intérêt un peu garanti. Parce que vous savez que même si vous êtes sur une ville où il n'y a pas tellement de déséquilibre offre-demande, vous allez avoir une augmentation. C'est un peu le cas de Dubaï. Dubaï, il y a une énorme offre de logements, ils construisent comme jamais. Donc il n'y a pas tellement d'effet offre-demande à Dubaï. Un petit peu, par contre, il y a une telle dynamique du pays que les prix augmentent de 5 à 8% par an. On parlait des projets comme The Line, donc cette fameuse ville de 170 km qui va être faite en plein désert, qui a suscité énormément de polémiques, l'écologie, les droits de l'homme, etc. Mais pourtant, ça fait une communication, je veux dire, fabuleuse. C'est ce qu'on dit, pour une entreprise, il n'y a pas de mauvais marketing, c'est une bonne pub, pas bonne pub, ça fait une pub quand même. Est-ce que ce projet va réellement voir le jour? Est-ce que c'est je vais dire, l'arbre qui cache la forêt? Il y a plein d'autres projets immobiliers très intéressants à venir. Comment tu vois ça? Ouais, alors, il y a deux choses, tu as raison. D'abord, c'est ce que j'ai appris en allant là-bas, c'est que The Line est un des 5-6 grands projets qu'ils font. Alors c'est le plus exceptionnel, et je vais en dire un mot, mais honnêtement, il faut bien voir la régénération urbaine de l'Arabie Saoudite comme un tout. Et je pense par exemple que le projet de Diriyah, qui est au nord de Riyad et qui est la revitalisation de la vieille ville, il est plus concret, il est plus opérationnel, il sortira avant The Line en réalité. Bon. Deuxièmement, sur The Line, c'est le projet urbanistique le plus ambitieux de l'histoire de l'humanité. Bon, déjà ça pose déjà quand tu es le pays qui imagine ça. Ceux qui critiquent, ils font pas grand-chose en ce moment. Hein. Et une chose est sûre, c'est que les gens qui vont inventer l'immobilier de demain, c'est les gens qui produisent, qui prennent des risques et qui innovent. Bon, c'est peut-être pas forcément l'Europe, qui est quand même le seul continent du monde qui a décidé d'arrêter de construire des logements. Bon, je referme cette parenthèse pour dire que évidemment ça va se passer là. Sur l'écologie, c'est un petit peu fort de café. Le projet, il ambitionne d'être neutre en carbone. Bon. Et comment ils y arrivent? En disant, un des gros problèmes de nos villes, c'est qu'elles sont trop étalées. Et donc, s'il y a des coûts pour aller d'un endroit à un autre, il y a des voitures parce qu'on n'arrive pas à connecter tout. Hein, tu vois, le métro, il fait ça, mais il ne fait pas ce trajet-là que moi j'ai besoin de faire. Donc, je prends ma voiture. Bon. Et ben, ils ont imaginé une ville sans voiture. Et donc, la seule réponse, c'est d'avoir une ville très dense, très compacte, qui était une seule ligne. Et au fond, pour les gens qui sont allés à Dubaï n'est pas très loin de ces îles, parce que Dubaï, c'est une grande avenue. Ouais, exactement. Et ils ont construit autour. Bon, donc c'est un peu une inspiration de Dubaï. Et donc si vous tapez The Line, notamment sur YouTube, vous verrez qu'ils ont fait comme s'ils avaient fait la ville en étalement urbain. Et après, avec une petite animation, ils montrent comment ils ont compacté la ville, dans la façon dont ils l'ont conçue, et qu'ils en ont fait une ligne, The Line, de 170 km. Bon. Dans cette ville, il y a plusieurs promesses. L'idée, c'est qu'en 20 minutes, tu iras d'un côté à l'autre. Donc il y aura un sorte de métro supersonique. L'avantage de la ligne de métro, c'est que c'est pas très compliqué, hein, c'est tout droit. Donc c'est plus simple en termes d'infra. À 5 minutes à pied, tu auras ton école, ton job, tes infrastructures, ton cinéma, ta culture, tu auras vraiment tout. Donc il y a vraiment l'idée de 5 minutes city, tu vois, et ça à pied. Alors tu auras des déplacements horizontaux, des déplacements verticaux, enfin plutôt verticaux, horizontaux, donc ce sera intéressant de suivre ça. En termes de calendrier, ce qui nous a été dit, on a rencontré les gens, hein, parce que c'est évidemment un projet énorme, le monde entier a les yeux rivés sur The Line, dont les travaux ont commencé, il faut être clair. Alors on est sur le terrassement, évidemment. The Line, en gros, c'est 168 km au-dessus de la terre et 2 km au-dessus de la mer, avec une marina et tout. Les 2 km 4 exactement qui sont au-dessus de la mer ont vocation à être terminés pour 2030 et l'exposition universelle qui devrait être gagnée par l'Arabie Saoudite
avant de gagner normalement la Coupe du Monde de foot en 2034, c'est apparemment acté, puisqu'ils n'ont pas celle de 2030, ils auront vraisemblablement celle de 2034. Donc il y a deux moments importants où le monde va regarder l'Arabie Saoudite, et l'Arabie Saoudite se dit que les 2,4 premiers kilomètres de The Line seront faits à ce moment-là. Donc c'est assez intéressant. Pour le reste, écoute, il y a une anecdote, une sorte de petite blague qui était racontée par les Saoudiens eux-mêmes, c'était le début en 2030, la fin en 2130. Et peut-être que c'est le cas. Parce qu'honnêtement, ça va être énorme. Et d'ailleurs, 170 km, c'est même pas une fin pour eux. Ils imaginent que ça peut continuer encore après. Écoute, on a mis des dizaines d'années à construire Versailles, on a mis des dizaines d'années à construire la muraille de Chine, si c'est pas même des centaines d'années. On mettra sûrement beaucoup de temps à construire The Line. Mais moi, en tout cas, pour rencontrer des gens et tout, c'est un projet qui m'a beaucoup intéressé. Et je ferai partie des premiers qui iront visiter The Line, ça j'en suis persuadé. Peut-être même y vivre, parce que je pense que ce sera un concentré d'entrepreneurs, de gens visionnaires, de gens qui croient à l'avenir. Et c'est ça d'ailleurs qui m'a marqué en macro, et ça me marque aussi à Dubaï, tu y allais, tu y vas beaucoup. Ces gens-là, ils pensent que l'avenir va être radieux, pour eux et pour le monde. Il y a un côté vraiment très, très enthousiasmant. Donc The Line, voilà un peu le projet dans les grandes lignes. Okay. Peut-être dernière anecdote, pourquoi est-ce qu'ils ont mis deux grandes vitres autour? Parce que, en fait, moi je leur ai dit, mais vous auriez pu faire le même projet sans les vitres. Juste vous mettiez une délimitation ici, parce que en gros c'est 200 mètres de large et 500 mètres de haut. Et puis vous construisez ainsi. Et moi j'ai dit pourquoi vous mettez des vitres? Ils m'ont dit en fait il faut prévoir des parois qui vont couper du vent, parce que des immeubles de 500 mètres, il y a beaucoup de vent dans la région, en fait s'il n'y a pas quelque chose qui limite le vent, on a des risques de détérioration du bâti. Et deuxièmement, ces vitres-là, elles s'ouvriront dans la journée pour laisser passer les oiseaux. Donc il y a un truc vraiment où tout a été pensé. Ok, moi je pensais que simplement pour la chaleur, C'est pas ça l'argument qu'ils nous ont cité en tout cas, et donc on a hâte de voir, et puis on voit que en tout cas, et là c'est des centaines de milliards, je crois que le prince Ben Salman parlait de 500 milliards pour ça. À ce stade, si on est investisseur étranger, on ne peut pas encore investir en Arabie Saoudite. Si on prend le marché des Riyad, est-ce que tu penses que bientôt il serait intéressant pour un investisseur de pouvoir y aller? Pour moi, les entrées, c'est tourisme religieux à Jeddah. Vraiment, pour moi, ça fait vraiment être en veille là-dessus. On fera peut-être d'autres vidéos quand ça s'ouvrira, mais je pense que c'est énorme comme opportunité. Enfin, je veux dire, c'est des nouveaux chemins et des nouveaux trajets religieux qui existent. Et puis, avec le foot, etc., la communauté musulmane française suit beaucoup le foot, donc on peut imaginer qu'il y aura vraiment une attractivité très forte du pays là-dessus, et donc des opportunités business, très clairement. Deuxièmement, le tourisme haut de gamme, qui est différent du tourisme religieux, c'est pas forcément les mêmes qui vont, en tout cas, ou ça peut être les mêmes, mais c'est à des moments différents. L'île de Sinda, je pense que ça va être énorme, et quand on voit le succès des Maldives, je pense qu'il y a de la place pour un nouveau concurrent. Ceux qui ont fait les Maldives et les Seychelles, ils iront à Red Sea assez vite, et je pense que ce sera même encore plus haut de gamme. Donc regardez si les foncières vont s'ouvrir. Au particulier. Et puis troisièmement, le logement traditionnel dans Riyad, aujourd'hui les rendements c'est 12-15%, c'est énorme. Donc dès que ce sera ouvert, je pense que là aussi il faudra y aller et qu'il y aura des opportunités, et ils auront besoin des investisseurs étrangers à un moment ou à un autre. Donc il faut être en veille, et s'il y a des opportunités, je ne suis pas sûr que les grands fonds français y aillent. Donc si vous voulez y aller, il faudrait peut-être y aller en direct ou par des opérateurs un peu plus innovants, parce que pour l'institutionnel français, il sera toujours en retard évidemment, et il sera plus précautionneux. Pour le particulier qui a envie de prendre un petit peu de risque dans un territoire assez dynamique, je pense que c'est bien. Je rappelle que la monnaie est liée au dollar. Donc vous avez le même risque que Monaco si vous investissez aux États-Unis, donc ça c'est plutôt sécurisant aussi. Dubaï, selon toi, Dubaï, j'ai fait un lapsus révélateur. Riyad, concurrent de Dubaï, tu penses, dans les années à venir? Ouais, alors faut jamais surestimer, tu sais. Ça a pris 20 ans à Dubaï de devenir Dubaï. Il y a pas mal de chances que ça soit la même réalité pour Riyad aussi. Je prends un exemple, c'est impossible de boire de l'alcool à Riyad aujourd'hui. C'est pas faute de devoir demander une bière partout où je suis allé. On m'a dit partout, non, c'est pas possible. Même dans les hôtels de luxe, même dans les restaurants. Okay. Non, vraiment pas. Mais là aussi, on nous laisse entendre que c'est une question de mois, que dans quelques années, ça sera ouvert. Ça fait partie aussi de l'attractivité touristique. Les gens ils viennent aussi pour se détendre, pour faire la fête, pour boire un petit coup. Donc ça va s'ouvrir. Moi, je pense qu'ils ont tout à fait le potentiel pour l'être. D'abord parce que c'est un plus gros pays que Riyad, donc que Dubaï, que les Émirats Arabes Unis. Donc il y aura une classe moyenne qui ira elle-même, qui consommera dans la capitale beaucoup plus qu'on le voit ailleurs. Donc moi, j'y crois beaucoup. Et puis je trouve que c'est un pays qui prend le sujet aussi. Enfin, on l'a vu. C'est un signal faible, mais tu vois, dans le conflit israélo-palestinien, Dubaï qui a une position très, très pro-israélienne, c'est quand même assez notable pour être signalé. L'Arabie Saoudite qui a une position neutre. Ce qui est énorme, que l'Arabie Saoudite, dans ce conflit israélo-palestinien, prenne une position neutre. Ça doit être lu par les observateurs et par les investisseurs étrangers comme la volonté aussi de l'Arabie Saoudite, non pas de renier la cause palestinienne, d'ailleurs ils vont jouer un grand rôle dans les mois qui viennent, mais aussi de
d'être dans le concert des nations et de dire, bah voilà, on a envie maintenant aussi d'avoir des bonnes relations. D'ailleurs, il y a un deal, hein, alors on verra s'il est maintenu, mais il y a un accord de normalisation qui doit être signé entre Israël et l'Arabie Saoudite, comme Israël l'a signé avec le Maroc, comme Israël l'a signé avec les Émirats Arabes Unis. Tout ça, ça va aussi dans le sens de la stabilité de la région, on l'espère en tout cas, pour les populations civiles et puis pour les investisseurs immobiliers. Et je pense que l'Arabie Saoudite, elle a bien compris qu'elle devait donner des gages à ce niveau-là. Et donc, je pense qu'elle prépare aussi le terrain à l'arrivée d'investisseurs étrangers. Donc, pour moi, c'est un territoire d'avenir énorme. Et puis, on n'en a pas tant que ça, des zones géographiques dont on peut se dire que demain, elles vont se développer très fortement. L'Asie, c'est un marché qui est très compliqué, très peu accessible, où ils ont construit tellement qu'on a tous peur d'arriver au pire moment de la bulle. L'Amérique du Sud, c'est quand même des pays très mal gérés, dans lesquels il n'y a pas vraiment de droit de propriété, c'est beaucoup plus compliqué, tant c'est quelque chose. Les États-Unis, c'est un pays mature, l'Europe, c'est mature. L'Afrique, on aimerait investir et on aimerait aller en Afrique, mais on voit bien que c'est des pays qui sont instables. Bon, bah, une fois que tu as enlevé tout ça, pardon pour le résumer, le Moyen-Orient est la zone géographique la plus intéressante pour l'investissement immobilier de demain. Reste à étudier l'Inde, je m'intéresse beaucoup à l'Inde en ce moment, pas pour l'immobilier mais pour le business de manière générale. L'Inde peut être très prometteuse aussi. Très juste, pays très décentralisé, donc tout n'est pas rassemblé dans la métropole, il y a plein de territoires très intéressants et tu as tout à fait raison, mais disons que voilà, ça reste dans la même région, entre l'Asie et l'Europe, il y a pas mal de choses au milieu et l'Inde, tu as raison, c'est un très bon marché. Très bon marché bureau aussi, puisqu'il y a une grosse pénurie de bureaux, donc il y a des choses intéressantes à faire dans ces géographies-là. Et pour moi, ça fait partie du job de l'investisseur immobilier, de s'intéresser un petit peu à ce qui est autour. Et puis aujourd'hui, en 6 heures, vous avez des vols pour Dubaï. Tu sais d'ailleurs qu'il y a un Marseille-Dubaï qui va être ouvert la semaine prochaine. Il y a maintenant des Lyon-Dubaï, il y a évidemment des Paris-Dubaï toute la journée en direct. Hein, au moment où tu regardes cette vidéo, il sera déjà ouvert à mon avis. Tout à fait. Pour Riyad, vous passez par Dubaï, vous pouvez passer par Istanbul. La Turkish fait des vols depuis Lyon. Enfin, c'est des marchés qui sont... 3 heures, vous êtes à Marseille ou à Lyon, 3 heures, vous êtes à Istanbul, 3 heures et demie de plus, vous êtes à Riyad. Je veux dire, franchement, c'est très proche. Il y a des vols toute la journée, c'est hyper simple pour y accéder. Quels seraient les signaux observés pour toi, pour l'année à venir ou les 2 ans à venir, qui pourraient donner envie aux investisseurs d'y aller? Qu'est-ce qu'il faudrait regarder pour pouvoir passer le pas et se dire, ça y est, maintenant, c'est un marché qui est mature? La croissance économique du pays. Est-ce qu'il continue à se développer très fort et est-ce qu'il continue à surperformer la croissance mondiale? Ça, c'est quand même le premier sujet. Deuxièmement, les cours du pétrole. Si les cours du pétrole restent à un niveau élevé, ça veut dire que ça enrichit l'Arabie Saoudite, ça enrichit donc ses citoyens et ses habitants, et donc ça leur donne du pouvoir d'achat immobilier. Et puis troisièmement, l'ouverture aux étrangers, donc là, mais ça sera documenté dans la presse, tu en parleras dans tes vidéos, on en reparlera. Je pense que chaque mois, l'ouverture va être un peu plus grande, et donc il faut regarder le moment où vous pourrez aller faire de l'investissement locatif là-bas, mais je pense qu'honnêtement, c'est une question de mois, et que très vite, ce marché sera ouvert, et il y aura une prime au premier, comme dans ces marchés-là, mais on y croit beaucoup, et tout ce qui est fait autour du foot, autour de l'image. Enfin voilà, c'est un pays qui a les moyens de ses ambitions et qui a beaucoup d'ambition. On va garder les yeux fortement rivés dessus, en tout cas. Tu me diras dans les commentaires si tu veux que, je sais pas, 2 fois dans l'année, par exemple, on parle du marché à Riyad ou qu'on développe de nouveaux marchés. Tu me diras aussi, j'attends beaucoup de toi dans les commentaires. Dis-moi s'il y a des pays qui t'intéressent. Vincent est spécialisé sur aussi l'immobilier à l'étranger. Il étudie énormément de marchés en profondeur. Donc s'il y a des marchés qui t'intéressent, on pourra volontiers en parler aussi. Dis-nous en commentaire ce que tu as pensé de Riyad, de l'Arabie Saoudite. Ah vas-y, fais-toi plaisir. Si tu as des questions, n'hésite pas. D'autres sujets que tu veux qu'on voit la fois prochaine, on est là pour y répondre. Et puis entre vous en commentaire, échangez-vous aussi. Qu'est-ce que vous pensez? Si tu vis peut-être dans le Golfe, si tu vois des choses, des marchés que tu repères, que ce soit en Arabie Saoudite ou ailleurs, on sera très content de pouvoir les lire. Voilà. Vincent, merci encore de ton intervention et de tes conseils. C'était un plaisir de t'avoir. Et viens à Riyad avec moi la prochaine fois. Mais je vais venir. Là, je t'ai dit, j'étais à 2 doigts déjà pour le combat de Ngannou et Fury, mais malheureusement je pourrais pas. Mais je vais y aller là, je vais souvent à Bali, donc Bali, que je fasse un stop avec Emirates à Dubaï ou que je fasse un stop à Riyad, j'ai regardé pour le faire, je vais regarder et y aller bientôt. Voilà. Super. Bonne journée, à très bientôt et à la semaine prochaine. Ciao.